Bienvenue dans cette 7e émission de l'heure du dev. Donc, nous sommes une nouvelle fois dans le locaux d'Elcelsior. Et pour cette heure du dev, saison 2, on va accueillir pour la session de live coding Adrien et qui va nous parler un petit peu de code legacy, de refactoring et de Node. Et il va vous montrer un petit peu comment on améliore tout ça et comment on reprend du bon vieux code et en le restructurant pour aboutir à quelque chose d'un petit peu plus moderne. Donc ça, c'est pour la session de live coding. Bien évidemment, on va retrouver aussi nos actus et les rubriques habituelles de l'émission. Des actus vraiment très riches depuis quelques semaines. Donc déjà, on a vu que le rachat de la société ARM, donc c'est ceux qui font les architectures ARM, ne se fera pas. Donc NVIDIA a décidé de rompre son achat. Et SoftBank, donc, qui est le propriétaire de ARM, envisage d'autres solutions. Alors pourquoi effectivement on n'a pas eu ce rachat de ARM? Suite effectivement à des enquêtes des commissions et des administrations de concurrence, et suite aussi à des plaintes, en tout cas à des doutes de concurrents, notamment sur l'accès, en tout cas la confidentialité de certains dossiers sensibles que ARM pouvait traiter. Donc en tout cas, ce rachat, il ne se fera pas. Donc ça, c'est une annonce assez importante, même si effectivement on s'en doutait depuis quelques semaines maintenant. Alors ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la communauté Drupal a annoncé que Drupal 7 va avoir sa vie un petit peu rallongée de 6 mois. Donc en fait, la fin de vie de Drupal 7 est prévue maintenant pour novembre 2023. Donc si vous êtes toujours sous Drupal 7, quand même, n'attendez pas à la dernière minute pour mettre à jour votre pile technique Drupal. Comme toujours, faites très attention aux mises à jour. Suivez vraiment le versionning et mettez vraiment à jour quand c'est nécessaire, parce que sinon vous allez vous retrouver coincé avec une version qui n'est plus supportée ni patchée. Et ça, c'est toujours un problème de stabilité et bien entendu de sécurité. Autre nouvelle aussi, Linus Torvalds, donc le fameux créateur de Linux, a annoncé que le noyau allait passer en C moderne, donc en standard C11. Il a annoncé que ce changement devrait se faire en théorie avec la version 5.18 si il n'y a aucun bug qui apparaît. Le noyau sort donc maintenant en C moderne. Alors c'est une évolution mineure au niveau langage, mais qui a l'avantage effectivement de mettre à niveau, au niveau standard langage, l'ensemble du noyau. Toujours au niveau du noyau Linux, on notera aussi que Rust, le langage Rust, devient le deuxième langage officiel du noyau. Donc on pourra effectivement faire des pilotes et des codes Rust directement dans le noyau Linux. Alors maintenant on attend de voir un petit peu les specs exacts, mais en tout cas c'est une annonce qui a été faite il y a quelques semaines et c'est une bonne nouvelle pour tous les partisans de Rust. Alors ce que l'on peut aussi dire côté langage, il y a du rififi quand même en ce moment du côté de Swift, donc le langage Swift d'Apple, parce qu'un de ses créateurs a décidé de partir. Donc c'est Chris Lattner qui a quitté Apple, non pas parce que le projet ne lui plaisait plus, mais qu'il y avait des soucis de gouvernance a priori, que les roadmaps étaient trop ambitieuses, que les fonctionnalités attendues étaient trop ambitieuses. Et donc, suite effectivement à des mésententes, ou en tout cas des problèmes internes, il a décidé de partir. Alors, ça ne remet pas en cause évidemment le projet Swift et le développement de Swift, mais en tout cas, ça peut ralentir un petit peu les développements actuels, et notamment la version 6 que l'on entend toujours. Je rappelle que la version 6, on n'a plus de nouvelles maintenant depuis à peu près un an. Et ce que l'on a compris de la roadmap actuelle, c'est que la V6 de Swift serait découpée en fait en modules et qu'on aurait des rajouts comme ça fonctionnels au fur et à mesure des évolutions de Swift. Donc c'est à suivre. Personnellement, je pense qu'on aura des nouvelles un petit peu plus précises durant la WWDC de juin prochain, donc la fameuse conférence développeur Apple annuelle.
Donc c'est à suivre, sans doute en juin prochain au niveau de Swift. Alors, autre nouvelle aussi que l'on peut noter, si on revient un petit peu sur Rust, donc Rust 1.59 est sorti. La grosse nouveauté, c'est quoi? C'est la possibilité d'écrire du code assembleur en ligne directement dans du code Rust. L'avantage de passer en assembleur, c'est que quand vous voulez attaquer vraiment du très bas niveau, donc vraiment au plus proche de la couche hard, rien ne vaut de l'assembleur. Donc là, on aura la possibilité de le faire. Autre petite nouveauté aussi, c'est sur les valeurs par défaut dans les génériques Rust. Donc ça, c'est des petits rajouts très sympathiques que les développeurs vont sans aucun doute apprécier. Et autre information aussi, le compilateur incrémental n'est plus activé par défaut. Voilà, donc ça c'était sur les nouveautés de Rust 1.59. Autre élément que l'on peut aussi dire, c'est .NET 7. Donc .NET 7 est prévu pour cet automne, sans doute en novembre ou décembre. Donc je rappelle que maintenant .NET, qui a fêté d'ailleurs ses 20 ans, donc .NET est sur une cadence annuelle. Donc la V7 de .NET va s'appuyer évidemment sur le socle de la V6, qui est sorti en novembre dernier. Théoriquement, il inclura le projet MAUI, donc qui est en fait la refonte totale de Xamarin Forms, donc pour toute la couche et le modèle de développement cross-platform. Donc si tout va bien, ce projet-là sera par défaut dans .NET 7, donc ça on attend un petit peu de voir, parce que rien n'est encore officiel et les premières bêtas du projet ne seront toujours pas disponibles, donc c'est à voir dans les prochaines semaines. Ce que l'on sait en tout cas, c'est que .NET 7 doit faciliter le travail au niveau des conteneurs avec .NET, donc ça c'est un premier point, qu'on aura comme toujours des améliorations de performance, des améliorations au niveau du compilateur JIT, je dirais que c'est habituel, donc là aucune surprise, et aussi des perfs un petit peu améliorés sur les architectures ARM64. C'est sympa, donc maintenant à voir un petit peu comment ça va se comporter réellement. Pour info, la première preview de .NET 7 est disponible depuis mi-février, donc si vous êtes développeur .NET, n'hésitez pas à la télécharger pour commencer les tests. Ce que l'on peut dire aussi, en parlant de processeurs, donc je vous ai parlé un petit peu de ARM, Intel a décidé de se remettre un petit peu en ordre de bataille, notamment sur les gammes Xeon, et ils ont dévoilé effectivement une roadmap assez ambitieuse sur les 3 prochaines générations de processeurs Xeon. Donc le processeur Xeon, c'est le processeur haut de gamme en fait d'Intel, avec des annonces et des sorties prévues jusqu'en 2024-2025. Donc à voir comment ça va se comporter. Autre nouveauté qui était très attendue et qui a énormément déçu en 2021, c'est l'absence de la possibilité d'exécuter dans Windows 11 les applications Android. Cette fonctionnalité était prévue, mais elle avait été retirée au dernier moment de Windows 11. Donc désormais, c'est possible effectivement d'exécuter des applications Android directement sur son Windows 11. Alors, on ne peut pas utiliser toutes les applications Android parce qu'en fait, Windows 11 ne supporte pas le Google Play, mais un autre store, c'est le store d'Amazon. Parce qu'en fait, Microsoft a travaillé avec Amazon pour supporter en fait le store Android d'Amazon. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, c'est 1 millier d'applications et notamment de jeux qui vont pouvoir être exécutés sur Windows 11. Autre nouveauté aussi, concerne Edge. Donc Edge, le navigateur de Microsoft, qui est à la sauce Chromium maintenant depuis quelques temps. Et en fait, en peu de temps, Edge sauce Chromium dépasse maintenant Safari sur le desktop. Alors, ce n'est pas forcément une surprise parce que on sait que Windows a repris un petit peu de la vivacité au niveau marché et surtout, on s'aperçoit aussi que Edge a une bonne stabilité, une bonne robustesse, une partie fonctionnelle très intéressante, alors que Safari a du mal effectivement à implémenter les nouveautés. Et ce serait pas mal que le projet autour de WebKit et de Safari se bouge un petit peu et réussisse à
implémenter un petit peu plus vite les nouveautés et les nouveaux standards, ce qui ont du mal à faire en ce moment. Donc peut-être que ce dépassement de Edge va inciter le projet WebKit à être un petit peu plus réactif sur les développements actuels et futurs. Autre nouveauté aussi qui va bientôt arriver, donc là pareil, on va être vers septembre-octobre, hein, c'est Android 13. Donc comme chaque année, effectivement, Android va sortir. Alors qu'est-ce qu'on peut noter dans cette nouvelle version? Déjà un nouveau Java qui va être intégré, donc ça va être de l'OpenJDK 11 qui va être intégré dedans. On aura évidemment un lot de nouvelles API, notamment une nouvelle API de sélection de photos. Donc c'est toujours intéressant et on va pouvoir aussi sélectionner maintenant directement par API et laisser la possibilité aux utilisateurs de choisir en fait la langue de chaque app qu'on aura installée sur Android. Donc on n'aura pas une langue effectivement unique, mais on pourra personnaliser effectivement les langues pour chaque application. Donc ça c'est prévu dans Android 13. Lazarus, hein, donc si vous connaissez Lazarus, que vous êtes amateur de programmation Pascal, donc Lazarus 2.2.0 est sorti mais il y a quelques semaines. Donc pareil, on a des performances un petit peu améliorées et surtout, cette version permet de suivre un petit peu les évolutions de Delphi et donc d'être vraiment au plus proche de la compatibilité avec Delphi, ce qui n'est jamais une mauvaise nouvelle. Et enfin, ce que l'on peut noter aussi, c'est le projet Chrome OS Flex. Alors si vous ne connaissez pas ce projet, donc c'est Google qui le propose. Il s'agit de reprendre les vieux PC et les vieux Mac pour pouvoir continuer à les utiliser. En fait, on va déployer effectivement localement donc sur la machine un Chrome OS et non pas l'utiliser vraiment en ligne comme on le fait effectivement un Chromebook, mais vraiment l'installer directement sur la machine. Donc ça, c'est disponible sur PC et sur Mac et c'est toujours intéressant à suivre. Pour cette session de Live Coding, j'ai le plaisir d'accueillir Adrien. Merci à toi, merci d'être là avec nous pour cette session. Donc tu vas nous parler de legacy, tu vas nous parler de nodes, tu vas parler de pattern, tu vas parler de refactoring. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bien sûr. Merci de me recevoir, François. Adrien Joly, je suis développeur depuis une quinzaine d'années. Ma spécialité, c'est d'intégrer temporairement des équipes de développeurs, souvent en start-up, pour les aider à retrouver de la vélocité, voire même à améliorer leur qualité produit, surtout après quelques années de développement. Actuellement, je travaille pour une startup qui s'appelle Choose, qui est une startup e-commerce très tech et qui est en pleine croissance. Et ce que j'aimerais faire aujourd'hui avec vous, c'est vous montrer mon activité favorite qui est retaper du code legacy. Donc on rappelle que le legacy, hein, c'est du vieux code, ce sont des vieux projets qui parfois sont très très vieux. Hein. On oublie souvent de dire que Java a quand même presque 20 ans. Même plus que ça, même presque 30 ans même d'ailleurs, et qu'on a un fort legacy en Java. Si on parle de JS, pareil, on a aussi maintenant un legacy en JS, en C# encore pire, en PHP encore pire. Donc on va te laisser, je te laisse un petit peu nous montrer un petit peu tout ça. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à une codebase open source qui tourne en prod depuis une dizaine d'années. C'est un site qui s'appelle OpenWide, qui est un réseau social musical et que je suis coupable en grande partie d'avoir écrit il y a 10 ans, quand je débutais encore en développement web et en Node.js. Donc on va voir beaucoup de fausses bonnes idées que j'ai pu avoir à l'époque. Et on va voir surtout qu'est-ce qu'on peut faire pour nettoyer un peu ce code, le rendre un peu plus maintenable, un peu plus lisible, pour les nouvelles et nouveaux venus qui viendraient y contribuer. Alors en termes de technologie, on ne va pas aller très très loin. On va utiliser surtout l'éditeur qui est Visual Studio Code, donc l'éditeur gratuit de Microsoft, qui est assez populaire dans le monde JavaScript. On va exécuter des tests approval que je décrirai plus tard. Ça va être du JavaScript sans typage, donc du JavaScript pur. Mais peu importe pour ceux et celles qui ne maîtrisent pas JavaScript, les techniques qu'on va voir, en fait, elles sont agnostiques du langage. On peut les faire en n'importe quel langage. Donc le but, ça va vraiment de commencer par faire ce qu'on appelle du refactoring safe, c'est-à-dire où on n'a pas besoin d'avoir des tests,
C'est des choses on est protégé par notre IDE. Et progressivement, on va aller vers des étapes qui sont un peu plus risquées et pour lesquelles ça a un intérêt d'avoir des tests. Quand tu parles de VS Code, est-ce qu'il faut installer des plugins à part ou tout est par défaut déjà? Là, pour ce qu'on va faire aujourd'hui, non. Il n'y a pas besoin d'avoir grand-chose. Si, j'ai peut-être la librairie TypeScript, mais je crois qu'elle est installée par défaut et qui va quand même nous filer un coup de main, même si on est non typé. Alors, je rappelle, pour ceux qui l'utilisent, que maintenant, si vous codez dans un langage où le plugin du langage n'est pas disponible, n'est pas installé dans VS Code le détecte et vous propose de l'installer. Et ça, franchement, c'est hyper fun. On va aussi reposer sur le plugin ESLint qui va nous aider aussi à avoir des erreurs de syntaxe ou des mauvaises pratiques qu'on aura employées dans le code. Comme je vous disais, c'est un réseau social et ce fichier-là, en fait, il sert à gérer, c'est le contrôleur qui sert à gérer tout l'affichage des profils et des playlists, vu qu'on est sur un réseau social musical. Donc là, l'idée, en tout cas, ce qui nous drive à faire du refactoring, c'est qu'on voudrait corriger des bugs là-dedans. Et pour corriger des bugs là-dedans, ça ne va pas être évident, parce que là, quand je scrolle dans ce fichier, je vois énormément de fonctions, des fonctions assez longues. On a 600 lignes de code dans le fichier, un peu plus. Et si on touche quoi que ce soit là-dedans, on va avoir peur de casser quelque chose. Donc il va vraiment y aller minutieusement. Et la première chose que je recommande de faire quand on est dans une legacy code base, comme c'est le cas ici, c'est de commencer par réduire notre charge cognitive en enlevant du code qui ne sert plus à rien. Par exemple, ici, je vois qu'il y a un commentaire qui a été écrit il y a 6 ans. Donc du code commenté, ça, on ne veut plus le voir. Donc je ne vais pas le faire en intégralité, mais là, par exemple, on a aussi du vieux code. C'était des anciennes fonctionnalités qui n'ont pas marché, vu que c'était pour une startup. On a essayé beaucoup de choses. Donc je vais supprimer pas mal de ces lignes de code-là pour qu'on soit moins pollué pendant le refactoring. Donc ça, c'est le premier travail qu'on peut faire assez facilement. Ouais. Et ça, c'est très peu risqué puisque c'est commenté. Donc de toute façon, ça ne s'exécute pas en prod. Donc voilà. Je ne vais pas tous les faire, sinon ça pourrait durer longtemps. Ce que je recommande aussi à faire quand on refactor, c'est vraiment y aller étape par étape. Donc là, la première étape, c'est nettoyage de code mort et de faire un commit à chaque étape, donc avec Git par exemple, pour que si jamais on se perd pendant une étape, on peut revenir à l'étape précédente qui a priori fonctionnait. Autre conseil, quand vous faites des commits, c'est de les préfixer pour dire quelle est l'intention du commit. Alors là, je dis que c'est du refactor et je vais préciser que c'est remove commented code. Oui, effectivement, on peut rappeler quand même que quand on fait du refactoring, on le fait dans l'esprit. Donc, on doit être très rigoureux. On ne fait pas ça n'importe comment. Ouais, on évite de créer des commits qui s'appellent fix, par exemple, parce que ça ne donne pas l'intention de pourquoi on a changé les choses. C'est comme si, effectivement, on mettait un nom de variable qui signifiait mal l'inverse de ce qu'elle fait, quoi. Ouais. Ou qui s'appelle X ou A. Ou... Carrément. Alors, je vous rassure, effectivement, on l'a tous fait. Ah bah ouais. Moi, le premier, vous allez le voir dans cette code base, on a des noms assez cryptiques. Ça va venir. Alors, la fonction dans laquelle on va travailler, c'est une fonction qui s'appelle fetch and render, qui était aussi une fausse bonne idée. Quand on a end d'un nom de la fonction, ça veut dire qu'elle fait deux choses. Et normalement, une fonction ne devrait faire qu'une seule chose. On ne pourra malheureusement pas traiter ce problème-là aujourd'hui, mais on peut déjà réduire ce que fait cette fonction en déléguant des parties ailleurs. Premier élément sur lequel je veux attirer votre attention, ici on a tout un bloc qui vient peupler une propriété qui s'appelle fetchParams. Alors ça, c'est pas évident en lisant ça, mais en fouillant un petit peu, vous découvririez qu'en fait, fetchParam, elle est utilisée lorsqu'on fait des requêtes vers MongoDB, et ça sert à gérer la pagination. Donc pour savoir jusqu'à quel poste je vais afficher. Donc une fois qu'on sait ça, en fait, tout ce bloc-là, on pourrait l'extraire et dire, je vais en faire une fonction qui s'appelle populate pagination parameters. Au moins, on sait ce que ça fait, ce sera plus clair que ça. Pour refactoriser, j'ai fait commande Shift-P, ce qui affiche la palette des commandes de Visual Studio Code. Et on a une commande qui s'appelle refactor. Donc là, si je tape refactor, et elle me dit, qu'est-ce que tu veux faire avec ce code sélectionné? Là, je vais l'extraire dans une fonction. Ma fonction, je vais l'appeler, comme je disais, populate pagination parameters. Donc ça l'a extrait juste en dessous. Et c'est pour ça que je dis que c'était safe. Visual Studio Code se rend compte que cette fonction a besoin d'une variable qui s'appelle option, donc il va automatiquement la passer en paramètre pour nous. Ce qui nous garantit que tout va bien se passer à l'exécution. Néanmoins, j'ai quand même prévu ce qu'on appelle des approval tests avant de faire ce refactoring.
Approval test, en fait, ça sert à tester du code qui est fortement couplé, c'est-à-dire dans lequel on a à la fois des appels à la base de données, à la fois de la logique métier, que tout est mélangé. En gros, c'est très dur à tester. Et que font ces tests? En fait, ils vont appeler des API, ils vont faire des requêtes. Ils vont regarder tous les effets de cette requête. Donc la réponse à la requête et potentiellement qu'est-ce qu'elle a créé en base de données. Le but étant de vérifier que le comportement n'a pas changé après qu'on ait fait une modification de forme. Donc là, après chaque étape, à partir de maintenant, je vais exécuter mes tests approval pour être sûr qu'on n'a rien cassé fonctionnellement et qu'on a juste changé la forme du code. Et là, on voit que nos tests sont passés, donc on va pouvoir avancer en toute sécurité. Oui, parce que quand on fait du refactoring comme ça, il faut vraiment tester et retester tout le temps pour éviter de la régression. Ouais. Sinon, ça va se manifester en production sous forme de bug. Et donc c'est trop tard. Voilà, on n'est jamais content de découvrir ça. Donc là, pareil, je vais faire un commit parce qu'on a fait une étape qui s'est bien passée. Je vais l'appeler extract puisqu'on a fait ce qu'on appelle une extraction. Et je vais préciser le nom de la fonction. Comme ça, dans notre historique, on saura qu'est-ce qu'on a fait dans quel ordre. Donc maintenant que c'est fait, j'aimerais attirer votre attention sur un autre élément qui est intéressant ici. On a du branching, donc on a une condition avec des chemins différents d'exécution du code. Si la propriété playlist ID a une valeur, on va exécuter une fonction qui s'appelle fetch and render playlist. Sinon, on va exécuter une fonction qui s'appelle fetch and render profile. Et ces deux fonctions sont dans le même fichier, ce qui explique aussi la lourdeur de ce fichier. Donc ce que j'aimerais faire ici, pour mieux séparer les responsabilités, on va appliquer un pattern qui s'appelle le pattern stratégie et qui consiste à dire on a deux cas d'usage différents qui ont à peu près les mêmes interfaces. On va faire un fichier par cas d'usage avec la même fonction mais une implémentation différente. Avant de commencer, je vais décrire à quoi je veux que le code ressemble. Donc ce que j'aimerais bien en fait, c'est dire à un moment donné, je vais avoir une variable qui s'appelle renderer et qui selon le cas sera soit un playlist renderer, soit un profile renderer. Et une fois que j'ai ce renderer, j'aimerais bien pouvoir faire systématiquement renderer.fetch and render. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je me fous de savoir si c'est une playlist ou un profil. Je veux juste appeler cette fonction, enfin la bonne implémentation de cette fonction, avec les paramètres qui sont communs aux deux. Donc là, évidemment, le linter râle parce qu'il me dit je ne connais pas ces modules, donc il va falloir les créer. Pour les créer, il va falloir chercher les anciennes fonctions qui les implémentaient. Donc il y avait par exemple fetch and render playlist qui se trouve juste en haut. Donc ça, pour l'extraire, pareil, Visual Studio Code, ils sont sympas. Ils nous donnent un outil qui s'appelle move to new file. Donc ça va nous créer un fichier qui contient que cette fonction. Il ne faut pas oublier de l'exporter, cette fonction. Donc là, export fetch and render. Et il faut faire attention au nommage aussi. Il ne faut plus qu'elle s'appelle playlist. Il faudra qu'elle ait les mêmes noms des deux côtés. Et ensuite, on va venir la charger. Donc ici, dans mes imports, je vais rajouter playlist renderer que je vais venir chercher dans mon fichier. Alors pour l'instant, je ne l'ai pas renommé. J'aimerais bien le renommer pour que ce soit un peu plus cohérent avec les fichiers que j'ai actuellement. Le fichier actuel, c'était libuser. Donc là, je vais l'appeler libuser playlist. Comme ça, ils seront côte à côte. Ce sera plus facile pour s'y retrouver. Donc, libuser playlist.js. Donc, playlist renderer, il existe. Maintenant, il reste le profile renderer, mais on va le faire dans un second temps. Je vais essayer de faire directement. Ça, c'est aussi la flexibilité de JavaScript qui permet de faire ça. On peut créer un objet à la volée, comme ça, dire qu'il a un fetch and render, et que ce fetch and render, c'est un alias de fetch render profile. Ça, c'est des choses qui sont rendues assez faciles à faire en JavaScript. Je vais exécuter mes tests approval pour être sûr que j'ai rien cassé en faisant ça. Tout a l'air de bien se passer pour l'instant. Bon, je ne vais pas faire un commit, on va économiser cette étape. On va faire le même principe pour fetch and render profile, on va le déplacer dans un fichier. Donc, toujours dans notre pattern stratégie. Donc là, des principes, c'est de casser l'aspect très monolithique de ton code pour désassembler ton code, quoi, en fait. Ouais. En fait, on va faire des scopes plus petits, des plus petits fichiers qui sont focalisés sur une fonctionnalité. Et on va d'ailleurs voir que ça va avoir un intérêt aussi sur les dépendances de chaque fichier. Il y aura moins de dépendances dans chaque fichier. Donc là, par contre, celui-là, il est un peu moins évident parce qu'on voit qu'il essaie d'importer des choses de libuser. Donc là, on a une dépendance croisée, ce qui est aussi une mauvaise idée. Donc je vais commenter cette ligne-là. Et on va venir faire les courses, en fait. On va venir chercher, on voit qu'on a pas mal de constantes à importer.
Et on a des fonctions dont render playlist, populate user, fetch activity, render friends, qu'on va venir piocher dans libuser et déplacer dans notre fichier. Donc les constantes, elles sont ici. Je les déplace. Ensuite, on a render playlist. Tous les renders qui sont là, on en a besoin, donc je vais les déplacer aussi. Je les mets ici. Qu'est-ce qui nous manque encore? Là, je vois qu'il manque un appel. Alors, à droite de l'écran, je vois un point rouge qui m'indique qu'il y a une erreur. Il nous manque la fonction fetchActivity. Donc, pareil, on va venir la piocher. FetchActivity, elle se trouve ici. Et on va venir, pareil, la décaler dans l'autre fichier. Et là, normalement, on va commencer à y voir un peu plus clair. Voilà, il ne reste plus qu'une erreur ici, Activity Model, qui est normalement une des choses qui sont importées dans l'ancien fichier. Donc une fois que j'ai importé ça, on n'a plus de rouge dans ce fichier, donc normalement on est bon. Dans libuser, on a un petit peu de rouge. C'est parce que quand il m'a fait mon import, il ne me l'a pas nommé comme je voulais. Je voudrais que ça s'appelle Profile Renderer. libuserprofile.js, on va essayer d'être cohérent d'une ligne à l'autre. Et on voit des petits soulignements jaunes ici qui veut dire que ces dépendances ne sont plus utiles, donc je vais en profiter pour les supprimer. Donc là déjà, on a quand même pas mal baissé la responsabilité de ce fichier, ce qui est une bonne chose. Et là, je peux enlever mon petit hack qui dit directement Profile Renderer. Et c'est là qu'on voit aussi que l'IDE, quand même, il nous simplifie un petit peu la vie quand même, hein, parce qu'il te donne déjà un certain nombre de choses et un certain nombre de pistes pour améliorer à ton code. Et heureusement, parce que vous voyez, on peut vite se perdre en faisant des déplacements comme ça, on peut vite perdre la trace. Donc il nous rappelle à l'ordre. Donc là, on va voir si j'ai bien bossé. Je crois que j'ai oublié un truc important. J'ai oublié de renommer la fonction exportée. Il faut qu'elle s'appelle fetch and render, sinon ça ne marchera pas. Donc ici, fetch and render profile, est-ce qu'elle est exportée? Maintenant, oui. On relance les tests, et là, c'est le moment où on croise les doigts pour que ça passe, pour qu'on puisse passer à l'étape d'après, et tout s'est bien passé. Donc, pareil que d'habitude, un petit commit, refactor, et là, je vais dire split fetch and render using strategy pattern. Donc là, on est content déjà, on a fait des étapes qui sont relativement safe, donc peu risquées. On va en faire une petite dernière pour la route. Dans la même fonction que tout à l'heure dans libuser, donc celle depuis laquelle on a changé le branching, on a encore un bout ici là, qui n'est pas très beau. On a une variable qui est en fait une fonction qui s'appelle process. Alors déjà, ça, c'est pas bon signe, parce que process quoi, pourquoi faire, on ne sait pas trop. Et deuxième mauvaise pratique, ici, on a une fonction dans laquelle on passe un callback, donc une fonction de retour, et une deuxième fonction qui ressemble elle aussi à un callback, puisque c'est aussi une fonction qui a vocation à être appelée après le fetch and render. Donc normalement, en JavaScript, on ne devrait avoir qu'une seule fonction de callback. Allons-y étape par étape. Première chose que je vais faire, je vais inliner l'implémentation de process pour la passer directement en paramètre ici, pour qu'on retrouve un minimum de séquentialité dans le code et enlever cette variable. Donc là, c'est encore très moche, mais on va traiter ça dans un deuxième temps. D'abord, je vais être sûr que mon inline, donc le fait d'avoir mis en ligne l'implémentation de cette fonction, s'est bien passé. Donc je réexécute mes tests, tout s'est bien passé. Donc là, l'étape qu'on a fait, c'est refactor, inline, et c'est la fonction process. Et là, on va commencer à se frotter à des choses plus intéressantes. Là, on rentre dans la partie qui est unsafe, c'est-à-dire que là, si on n'a pas de test, il faut s'arrêter tout de suite, parce que là, c'est beaucoup plus risqué. En gros, on va remettre en conformité cette fameuse fonction fetch and render de manière à ce qu'il n'y ait qu'un seul callback. Donc là, c'est la partie un peu risquée. On va commencer par libuser playlist, parce que je sais que celle-là est plus simple, elle est plus courte déjà. Et vous allez voir, elle va nous aider à qualifier un peu dans quel cas on appelle callback et dans quel cas on appelle process. Donc là, si on fait du commande E, commande G, là, c'est pour voir toutes les occurrences d'un mot-clé dans VS Code, on voit que callback, elle est appelée que dans un cas, et apparemment, c'est pour envoyer un message d'erreur. C'est pour dire que cette playlist n'existe pas. Si on regarde les occurrences de process, on voit que process, elle est appelée, elle est passée en callback à une autre fonction qui sert à récupérer des posts. Donc avant de faire quoi que ce soit, je vais rendre explicite qu'est-ce qu'on passe exactement comme fonction ici. En vrai, fetchPlaylistPost, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va transmettre en paramètre une liste de posts. Donc ce qui se passe en réalité, c'est ça.
C'est fetch playlist post va me transmettre une liste de posts qu'on va nous-mêmes transmettre à la fonction process. Maintenant qu'on y voit plus clair sur les cas d'usage de nos deux fonctions passées en paramètres, je vais pouvoir enlever ce to-do et on va s'y atteler. Donc le to-do qui dit remove process, use callback only, on l'enlève. Et on va suivre la règle, on va dire callback partout. La règle en JavaScript, c'est un callback prend deux paramètres. Le premier, c'est toujours une erreur. Et le deuxième, c'est toujours un résultat, quand il n'y a pas eu d'erreur. Donc pour le cas d'erreur, on n'a rien à changer, puisqu'il n'y a qu'un seul paramètre et c'est l'erreur. C'est que selon le deuxième cas qu'on a changé, on va remplacer process par callback, avec null en guise d'erreur et post en termes de résultat. Donc normalement, c'est tout ce qu'on a à faire côté libuserPlaylist. Maintenant, on va faire pareil côté libuserProfile. Alors vous allez voir que celle-là, elle est marrante, puisque callback, elle n'est même pas utilisée dans cette fonction, c'est-à-dire qu'on n'a pas de cas d'erreur, aussi étrange que cela puisse être. Et bon, soit on n'est pas là pour changer le comportement, on va juste changer l'implémentation. Donc même principe ici, on a des appels à process, on va partout appeler callback, et comme c'est jamais des cas d'erreur, on va lui passer erreur nulle. Donc pour chaque process, je vais lui passer un callback. Process suivant, pareil, je vais en profiter pour expliciter. Donc là, on a une liste de posts qui va appeler callback avec null et la liste de posts. Ici, toujours le même principe, callback null avec une liste de posts vide, callback null, liste de posts vide, callback null. Alors je l'ai fait vraiment à la main pour être sûr que je ne me trompe pas. Post, callback null, post. Et je crois qu'on a fait le tour. Du coup, on peut enlever le paramètre callback et on peut enlever le petit to-do qui était là depuis un petit moment. Je veux juste vérifier que niveau appel, on est à jour. Et d'ailleurs, on ne l'est pas, puisqu'on a toujours callback et l'ancienne fonction process. Donc maintenant, il va falloir retaper ça. On sait que le callback qui est ici, il prend un message d'erreur ou un ensemble de postes. Et on va transformer le code qu'on avait tout à l'heure en quelque chose qui respecte les règles JavaScript. Donc on va dire, s'il y a une erreur, on va faire callback erreur, comme c'était le cas précédemment. Donc j'utilise return pour faire ce qu'on appelle un early exit, donc une sortie prématurée, pour pas que ça continue l'exécution de la fonction. Donc callback avec le message d'erreur. Ensuite, le deuxième cas à surveiller, c'est est-ce que bear format as option format, j'ai même pas besoin de savoir ce que c'est, hein. Je fais if, on le met dans une condition, et dans ce cas-là, pareil, c'est un early return, on va appeler callback avec, là pour le coup, on était dans le process, donc c'est les posts qui sont transmis. Et mais enfin, on va pouvoir traiter le reste de la fonction, qui est tout ce qui était là. Ça, je vais juste le déplacer. Et là, on part du principe qu'on traite les posts comme c'était le cas tout à l'heure dans la fonction process. C'était beaucoup de choses. Maintenant, on va espérer qu'on n'a rien cassé. Donc, exécution des tests. Celle-là, j'ai eu un peu chaud. Elle est toujours un petit peu... elle n'est pas évidente à faire, celle-là. Donc, on a fait une étape de refactor. Elle a consisté en quoi? On va dire respect callback standard. Donc ça, c'est une belle épine du pied qui a été enlevée déjà. On a un peu moins insulté le langage JavaScript, même si le traitement d'erreur n'est pas encore foufou. Hein, on passe des fois des posts, parfois des erreurs dans callback. On va aller dans la fonction appelante de fetch and render. Il faut savoir qui. Et là, on trouve une belle immondice. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, les async await qui n'existaient pas. Donc l'artifice que j'avais trouvé à l'époque, c'était de dire on va faire un tableau de fonctions. Par défaut, ce tableau, il va juste faire fetch and render et render response. Et dans certains cas, on va aussi aller récupérer quelques données avant de faire ce rendu. Donc ça venait en fait préfixer dans le tableau des appels de fonctions supplémentaires. Et ensuite, pour gérer la séquentialité de ces actions, on avait une fonction qui s'appelle next et qui dépilait les fonctions et qui les exécutait en branchant les callbacks de l'un sur l'autre. Donc ça, quand on voit ça, ça fait vraiment mal à la tête. On n'a pas envie de voir ce genre de choses dans une codebase. Donc là, on va moderniser ça. Pour moderniser ça, ce que je recommande de faire, c'est d'utiliser async await. Donc première chose, il va falloir qu'on explicite, quand on mentionne fetch playlist ici, ça veut dire quoi? Fetch playlist, ça veut dire qu'on lui transmet une fonction qui prend en paramètre option et callback et qui va retourner option et callback de manière à ce qu'on puisse la chaîner avec les autres. Donc je vais rendre ça explicite. Options callback. Et c'est une fonction qui va appeler cette fonction-là. Pareil pour celle-ci. Donc là, c'est pareil pour tous les cas. Hein. Voilà.
on vérifie que c'est effectivement le cas et que mon hypothèse était correcte. Et si c'est le cas, l'étape d'après, ça va être de dire, bah, plutôt que de laisser la fonction next appeler mes fonctions, on va les appeler directement en fait. Donc voilà, on a vu que c'est passé. Donc là, au lieu de taper dans mon tableau, là, je vais rajouter un vrai bloc et on va faire await de la première fonction, await de la deuxième fonction, etc. Le problème, c'est que ces fonctions, pour qu'on ait le droit d'utiliser await, il faut qu'elles retournent des promesses. Or, elles ne retournent pas des promesses puisque c'est des bonnes vieilles fonctions à base de callback. Donc il va falloir transformer ça. Pas de problème, on crée une promesse. On dit qu'on lui passe une fonction qui prend un resolve, et au lieu d'appeler callback, on va appeler resolve. Alors ça, je le fais parce qu'il n'y a pas de traitement d'erreur. Normalement, il faudrait aussi passer un reject. Et comme c'est du vieux code, malheureusement, il va falloir conjuguer avec ça. Donc pareil, même principe pour les autres. On colle ça comme ça. Je crois que j'ai oublié un truc. Voilà, il n'y a plus besoin de ces paramètres normalement. J'ai supprimé beaucoup de choses, beaucoup trop de choses. Voilà. Et à la place des callbacks, on a des resolves ici. Ici, ici, ici. Et là, il faut penser à bien terminer nos instructions. Donc là, ça va râler probablement parce que notre fonction parente, elle n'est pas asynchrone. Donc il faut la déclarer comme étant asynchrone. Ce qui nous autorise à utiliser le mot-clé await. Et là, c'est le moment de vérité où on va voir si notre manip a marché. Sachant que si ça a marché, le prochain step, ce sera de faire pareil avec fetch and render response. Pour qu'on puisse enfin enlever cette immondice de fonction next. Voilà, les tests sont passés, donc très bien. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire pareil avec fcts. Donc je vais tout de suite enlever ce vieux code, parce qu'il me pique les yeux. Et donc là, on sait que ces fonctions, elles sont censées être préfixées, donc exécutées avant le fetch and render. Donc première chose, je vais déplacer ça en bas. Et ici, même principe, on va expliciter les appels. On va dire fetch and render, je passe avec ma souris, il prend option et callback, donc je lui passe option et callback. Et si on veut pouvoir faire await, il faut que ce soit une promesse. Donc new promise, resolve, et au lieu de passer un callback, on passe resolve. Même principe que tout à l'heure. Maintenant, render response, elle est sympathique, celle-là. C'est pas la même signature que les autres. Elle prend un feed en paramètre, et elle prend pas de callback. C'est la dernière opération. Donc, pas besoin de faire await new promise. Par contre, il faut lui passer un feed. Le feed, c'est quoi? C'est probablement le résultat de l'opération précédente. Donc, on va faire const feed égale await. Et là, pareil, on va croiser les doigts pour que ça passe. Oui, donc là, effectivement, on voit bien que c'est vraiment un effort de structuration du travail quand même. Effectivement, là, je pense que vous comprenez qu'on ne fait pas du refactoring ou même de la modélisation à l'intérieur du code comme ça. Il y a une vraie logique, effectivement, à respecter. Ouais. Et comme je disais au début, c'est important aussi d'avoir un scope bien défini. On ne peut pas retaper toute la codebase en une seule fois. C'est beaucoup trop gros et beaucoup trop risqué. Donc là, je me suis mis sur cette partie-là parce qu'il y avait un bug à corriger dans cette partie-là. Donc j'ai tiré le fil que sur cette zone-là. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a explicit sequence of call. Parce qu'on a rendu explicite parce qu'on a mis des await. Donc en fait, c'est comme si on était en mode synchrone, c'est-à-dire qu'on a l'appel 1, puis l'appel 2, puis l'appel 3, alors qu'avant, c'était pas évident. Donc là, mon espoir, c'est si demain, il y a un développeur ou une développeuse qui rejoint cette codebase, elle va un peu mieux comprendre ce qui se passe dans cette fonction. Et donc, elle aura moins peur d'y toucher. Autre chose aussi qui est assez simple, là pour le coup c'est un safe refactoring, on va se le faire quand même. Ici il y a écrit main tab tracks full layout to render with sidebar. Alors c'est un petit peu, faut lire entre les lignes, mais en gros ça veut dire que ce if il va être invoqué que quand on a besoin de faire le rendu de la page entière et non pas juste de la partie avec les posts. Ça c'est quand même triste de devoir compter sur un commentaire pour pouvoir comprendre ce que ça fait. Donc on va faire une opération qu'on a déjà faite qui est une extraction. Et on va rendre la condition plus explicite. On va lui dire, bah ça va appeler une fonction qui dit should render full page layout. C'est pas grave si c'est un peu verbeux. L'important, c'est que la personne qui le lit, il faut que ce soit le moins ambigu possible pour elle. Comme ça, limite, là maintenant, je peux enlever ce commentaire. La personne, normalement, est capable de comprendre grâce à cette fonction. Donc, extract. Alors, on pourrait continuer comme ça pendant des heures. Là, je pense que j'ai fait l'essentiel.
Je voulais juste vous montrer un autre anti-pattern que j'ai appliqué et qu'on ne va pas corriger, juste pour que vous le voyez. En fait, le fetch playlist ici, il est mensonger. Il ne se contente pas d'aller récupérer en base de données des choses. Il vient, il vient muter l'objet option, comme c'est le cas dans beaucoup d'endroits. Et ça, c'est quelque chose que je recommande pas du tout de faire. Si j'avais voulu faire ça propre, il aurait plutôt fallu appeler callback avec le résultat et laisser l'appelant faire sa mutation dans son contexte, dans son état. On pourrait continuer pendant des heures comme ça, mais je pense qu'on a vu le plus important. On a vu l'importance de faire les choses étape par étape, d'avoir une couverture de tests. Donc là, on a fait des approval tests qui sont des tests jetables et qui permettent de garantir que le fonctionnel n'a pas bougé et qu'on a vraiment touché que la forme du code et pas le fonctionnement du code. Alors Adrien, effectivement, tu nous as montré dans ce live coding que quand on fait du refactoring, effectivement, ça permet de reprendre du vieux code, de le découper. Ça permet aussi de le moderniser, mais qu'il faut quand même avoir une certaine rigueur, parce que sinon, effectivement, comme tu disais, on part dans tous les sens. Donc pour toi, c'est vraiment la base, c'est être très rigoureux dans ce qu'on fait. Ouais. D'où l'importance de connaître les différentes techniques, par exemple extraction, inline, move to file, etc. Et d'être très explicite dans le fait qu'on est en train d'appliquer telle technique et seulement telle technique. Et tant qu'on n'a pas fini d'appliquer cette technique, on ne passe pas à une autre technique. On ne dit pas ah tiens, tant que je vais renommer tel truc. Non, c'est trop risqué. Il faut vraiment y aller étape par étape. Et le fait de se forcer à faire des commits qui expliquent qu'est-ce qu'on a appliqué, ça permet de pratiquer ça. Alors c'est vrai que on oublie aussi que même si c'est nous qui faisons le code, au bout de 3-6 mois, en fait, on ne sait plus trop ce qu'on a fait et pourquoi on l'a fait d'ailleurs. Et ça, c'est un vrai problème. Ouais. Bah, ça m'est arrivé assez souvent. J'ai fait pas mal de side projects tout au long de ma carrière. Et même pour des side projects qui sont relativement récents, parfois je me retrouve à regalérer parce que je me souviens plus comment on lance ce projet, je me souviens plus qu'est-ce qu'il faut brancher comme base de données, etc. Et en vrai, la meilleure solution à ça, c'est un petit readme dans le dossier qui explique comment on fait pour setup ce projet. En plus, c'est d'autant plus utile pour les autres, mais ça l'est pour soi. Et le nommage dans le code. Qu'il n'y ait pas d'ambiguïté quand on rentre dans une fonction, qu'est-ce qu'elle est censée faire, qu'est-ce qu'elle n'est pas censée faire. Ça fait gagner beaucoup de temps quand on se remet dans le projet. Oui, en fait, le triptyque de base, c'est quoi? C'est le readme, c'est le commentaire et c'est le bon nommage. En fait, c'est ça. Alors après, effectivement, tu me disais un petit peu en off, il y a toujours un débat, est-ce qu'on fait des nommages longs, est-ce qu'on fait des nommages courts? C'est un petit peu un non-sens, parce qu'à un moment donné, il faut quand même que ce soit suffisamment explicite pour ne pas rentrer dans le code de la fonction de la boucle, le mot de ce qu'on veut, pour le comprendre. Quand même. Alors en fait, quand on a une fonction qui s'appelle process ou do, le développeur, quand il lit le code et qu'il voit un appel, il va être obligé d'ouvrir la fonction pour voir ce qu'elle fait. Alors que si elle avait un nom, quitte à ce que le nom soit un peu à rallonge, ça lui permettrait d'économiser cette sortie de focus en fait. Et donc de pouvoir vraiment focaliser sur ce qu'on appelle la big picture en anglais, voire en grand quoi. Par ailleurs, je pense que aussi certains développeurs ont peut-être peur des nommages un peu verbeux, parce qu'ils se rendent compte que leurs fonctions ont des noms longs, parce que leurs fonctions font trop de choses. Une fonction, normalement, elle est censée faire une seule chose. Là, on a eu énormément de contre-exemples dans cette code base, parce que clairement, je ne connaissais pas encore cette technique et je ne l'appliquais surtout pas. Une fonction, soit elle fetch, soit elle render. Si elle fait les deux, on a un problème de responsabilité. Après, effectivement, tu nous disais un petit peu en intro que tu t'es aperçu après coup d'avoir de fausses bonnes idées. Ça, c'est bien de quoi? Parce que tu l'as pris comme ça ou que les techniques de code ont changé au fil des années? Quel est un petit peu ton sentiment? Je pense qu'il y a des deux. Typiquement, pour tout ce qui est programmation asynchrone, au début, quand j'ai commencé avec Node, il n'y avait pas async await. Il fallait qu'on fasse des callbacks, on n'avait pas le choix. Et c'est là qu'on a découvert le callback hell, quand on a un appel, un imbriqué. Donc après, on a dû développer des librairies pour résoudre ce problème, etc. Ou faire des fonctions custom, comme j'ai fait là. C'était pas idéal. Donc ça, c'est un exemple. Async await, c'est un exemple de langage qui évolue. Et donc, on a intérêt à s'y conformer pour que ce soit plus lisible pour tout le monde. Par contre, il y a aussi des manières de faire qui viennent de mon expérience et des propres pièges que je me suis placé sans le savoir à l'époque.
Par exemple, au début, quand j'ai développé cette code base, on était en mode startup, on itérait très très vite, et je prenais pas le temps d'écrire des tests automatisés. On testait tout à la main, en tout cas les fonctionnalités clés, on les testait à la main. Et au fur et à mesure que le projet a grossi, il y avait de plus en plus de fonctionnalités, et c'était de plus en plus rébarbatif de tester à la main. Et le jour où j'ai voulu faire des tests automatisés, c'était un enfer. Ah oui. Parce que quand le code est couplé, et que les mêmes fonctions elles font de la récupération DB, de l'affichage, etc., ça devient quasiment impossible d'écrire des tests. Donc en apprenant à écrire des tests, j'ai découvert qu'en fait, l'idéal, c'est de travailler avec des fonctions les plus pures possibles, qui prennent juste une entrée et qui produisent une sortie. Et qui n'ont pas de ce qu'on appelle de side effect, d'effets secondaires. Side effect, c'est quand on affiche quelque chose à l'écran, c'est quand on fait des entrées-sorties de manière générale. Base de données, requête HTTP, des choses comme ça. Donc, et c'est d'ailleurs ce que j'essaie d'apporter chez mes clients. Souvent, ils ont à peu près les mêmes symptômes que ce que j'ai dans ce genre de code base. Et on voit ensemble comment séparer, comment découpler toute cette logique d'entrée-sortie avec la vraie logique métier, qui est ce qu'on appelle le business, le domaine. Oui, tout à fait. Après, effectivement, plus en fait la base est bonne, et moins effectivement on aura de problématiques ensuite de moderniser ou de migrer de version. Et c'est très très important en fait. Et en fait, on comprend mieux aussi les évolutions successives des langages parce qu'on te rajoute des nouvelles fonctionnalités, on en retire. Par contre, ça veut dire aussi que le refactoring tel que tu nous l'as présenté va nous permettre aussi d'implémenter ces nouveautés. Le refactoring, c'est quelque chose c'est pas quelque chose qu'on fait au bout de 3 ans en se disant tiens, on a codé comme des salles, il faut réparer. Alors des fois, on est obligé de le faire parce qu'on ne l'a pas fait suffisamment souvent. Pour moi, le refactoring, c'est de l'hygiène, c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement en fait. Donc oui, comme tu disais, le langage évolue. Bon bah, alors, il ne faut pas forcément le faire systématiquement, mais si on sait que ça va aller de manière pérenne dans une certaine direction, on a intérêt à prendre le wagon et à pas être à la bourre par rapport à ce que tout le monde fait. Et à l'inverse, si le métier évolue ou que notre stack technique évolue, bah, on a intérêt à faire en sorte qu'on puisse modifier soit le métier ou soit la technique. Si les deux sont imbriqués, c'est potentiellement qu'on n'a pas suffisamment refactoré en amont. Quand on vous dit aussi de bien lire les notes de version des langages mais des frameworks, ce n'est pas parce qu'on aime les lire, mais que ça vous apporte quand même toutes les nouveautés, les dépréciations aussi et les retraits de code. Et ça joue aussi, c'est que quand effectivement un langage va déprécier des fonctions ou des API, à un moment donné, ça va impacter ton code aussi, je présume. Clairement. Bah oui, si on sait qu'une API va être retirée d'ici un an, et qu'on fait le choix de continuer à l'utiliser, on reporte le problème en fait. Oui, c'est ça. On reporte le problème. Et des fois, c'est OK. Je sais que, pardon, en contexte de startup, des fois, on vit au mois le mois. On ne sait pas si dans 6 mois, on sera encore là. Donc, on prend la décision d'accumuler ce qu'on appelle de la dette technique. Elle est assumée. C'est-à-dire qu'on dit, on prend sur nous d'utiliser l'ancien système qui marche plutôt que de le recoder parce qu'on ne sait pas si on sera encore là demain. Par contre, dès que ça commence, dès que la startup commence à lever de l'argent pour s'étendre à l'étranger et tout, ça devient vraiment important de rembourser cette dette et de dire, OK, maintenant, on a prouvé que le business, il marchait. Donc maintenant, il faut faire en sorte que ce ne soit pas un enfer pour tous les développeurs et les développeuses qui vont nous rejoindre et qui vont aider le produit à grandir. Écoute, un grand merci à toi. J'espère que cette émission vous a plu. J'espère que la session de live coding aussi vous a plu. Donc n'hésitez pas à revisionner ou à visionner les précédentes émissions et rendez-vous à l'émission numéro 8. Merci et à très bientôt.